Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo qui a fait 100 000 vues. Dans cette vidéo, je vous expliquais pourquoi je ne voulais plus entendre parler du développement personnel et de la spiritualité. C'est un sujet qui est très important d'aborder. Pas la spiritualité en tant que telle, mais pourquoi il faut faire attention aux dérives et quelles sont les dérives actuelles avec la mode du développement personnel et de la spiritualité New Age. Aujourd'hui, avec cette vidéo, je vous propose que l'on commence cette série de vidéos réactions face à mes anciennes vidéos sur le sujet. Donc on va commencer aujourd'hui avec une vidéo que j'ai faite en 2017 sur la loi de l'attraction. Je vous propose que l'on se retrouve devant mon ordinateur juste à côté et on va parler de tout ça ensemble. Je vais vous dire si je suis toujours d'accord ou pas avec ce que je disais, quelles sont les pensées qui sont problématiques, les réflexions qui sont complètement faussées. J'espère que ce sera une vidéo qui sera intéressante, qui apportera de la nuance et qui permettra d'avoir une nouvelle vision sur le sujet. Et surtout, n'hésitez pas à réagir en commentaire pour que l'on puisse échanger, et même si ce n'est pas avec moi que vous échangez, mais avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de débats, beaucoup de paroles qui se sont échangées justement sous la dernière vidéo et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Bon allez, on va y aller. Je vous avoue que c'est pas un exercice facile déjà de se regarder 7 ans après, parce que c'est une vidéo qui date de 2017. C'est pas facile de se regarder déjà tout court en général, après autant d'années, et physiquement, et de voir la qualité de la vidéo, la qualité du son, et surtout en fait, et c'est ce qui va être intéressant dans cette vidéo, on s'en fout de mon look, de mon attitude, c'est pas tant ça qui compte, hein. Même s'il y aurait beaucoup de choses à dire aussi, on va vraiment plutôt parler du fond et de ce que j'avance en fait. Donc j'ai pris quelques petites notes parce que j'ai regardé la vidéo juste avant de la revoir avec vous, et c'est parti. Alors je vais pas la mettre en accéléré parce que je sais que ça peut être très déstabilisant à regarder. Par contre je vais quand même mettre la vitesse sur 1,25 pour que ce soit légèrement plus rapide que la vidéo originale, sinon on va y passer beaucoup trop de temps. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo développement personnel et spiritualité. Ça fait des mois que je vous en parle, ça fait des mois que je réfléchis, que je pense à en faire. Je vous en avais déjà fait une toute petite vidéo pour avoir votre avis, pour savoir si c'était un sujet qui vous intéressait. Peut-être un peu trop. Incontestablement, c'est un sujet qui vous intéresse. Je peux le voir dans les différentes vidéos depuis. Dès que je vous parle de livres de spiritualité, de livres de développement personnel, etc. Je sens que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, en tout cas sur cette chaîne, et je pense que j'attire pas mal de gens assez spirituels et assez intéressés par ça. Pour cette première vidéo, je voulais vous parler d'une des lois les plus connues en spiritualité, en développement personnel, en tout cas par le grand public, c'est la loi de l'attraction. En gros, qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction? C'est la loi, c'est le principe qui dit qu'on attire tout ce que l'on est, tout ce que l'on veut dans nos vies. Alors, première chose, donc comme je vous le disais, on va pas parler de la forme ni quoi que ce soit, on s'en fiche un petit peu. Par contre, moi, la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé cette vidéo, c'est mon attitude et la confiance que j'ai l'air d'avoir. J'ai l'air de très bien maîtriser mon sujet, j'ai l'air de très bien m'y connaître et je suis très sûre de moi. Alors ça, bon, je pense qu'il y a un peu la naïveté et l'assurance de la jeunesse, parce que j'avais 26 ans à ce moment-là, mais il y a aussi un sujet qui est très connu en psychologie, c'est un biais cognitif qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Je suis allée sur un site, alors il y a plein de sites qui en parlent, mais j'ai décidé de choisir celui-ci parce qu'il y avait un joli petit graphique. En fait, l'effet Dunning-Kruger, c'est un phénomène qui explique que quand on se renseigne sur un sujet, alors déjà quand un sujet nous passionne et qu'on se renseigne sur un sujet, on va avoir notre taux de confiance en nous qui monte drastiquement. On va avoir l'impression de très bien maîtriser le sujet, on va affirmer des choses et on voit sur le graphique que plus le temps passe, plus on prend en compétence, plus notre niveau de confiance baisse. On arrive dans la vallée de l'humilité et puis peu à peu, avec le temps, le niveau de confiance remonte. Mais il me semble, je vais peut-être dire une bêtise, il faudrait me dire en commentaire si vous y connaissez un peu plus, que ça ne monte jamais aussi haut que ce pic au tout début quand on a l'impression de très bien maîtriser le sujet. Et c'est la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai revu cette vidéo, je me suis dit ah waouh, j'étais en plein dedans. Et pourtant, c'était un sujet dans lequel j'ai baigné toute ma jeunesse, hein, j'ai grandi avec tout ça. Mais là, je pense que j'étais en plein dans mes bouquins de développement personnel, je voyais beaucoup de vidéos sur le sujet, etc. Et comme je faisais une vidéo sur le sujet, il fallait inconsciemment que je me positionne un peu, alors pas en experte, j'ai jamais eu cette position-là, mais il fallait bien que je pense m'y connaître un peu plus que les autres, sinon j'aurais pas fait de vidéo, je me serais pas permise d'en tourner une. Et c'est tout de suite ce que je ressens quand je vois ma vidéo, je vois cette confiance, alors que finalement je ne maîtrise pas tant que ça le sujet. Enfin, c'est pas un truc que j'ai étudié, j'ai pas eu de diplôme là-dessus. D'ailleurs, on ne peut pas avoir de diplôme sur la loi de l'attraction, hein. Qu'on se le dise tout de suite, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas une discipline qui est étudiée, qui est prouvée, dans laquelle on peut être certifié. Donc voilà, c'est la première chose qui me vient en tête et je trouvais ça intéressant de vous parler de cet effet.
C'est un effet qu'on peut voir, qu'on peut observer chez les autres dans tous les domaines de vie, hein. Il ne s'agit pas que dans la spiritualité, mais voilà, dès qu'on se renseigne sur un sujet et il y a une nuance, c'est un sujet qui nous passionne, on va avoir tendance à avoir notre niveau de confiance en nous qui va augmenter, on va avoir l'impression qu'on maîtrise très bien la chose, et plus le temps passe, plus on va comprendre que c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pensait, que peut-être on ne sait pas tout, qu'il y a tellement d'autres choses à savoir, que c'est moins simpliste que ça. Donc c'est intéressant de le voir chez les autres, mais surtout de le voir chez nous et peut-être de nous méfier de nous-mêmes dans ces cas-là quand on se renseigne, quand on débute en fait dans un sujet. Cette loi de l'attraction a vraiment été mise en lumière pour le grand public, en tout cas par le livre Le Secret. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un livre de Rhonda Byrne. Voilà, il se présente comme ça, vraiment le classique en termes de spiritualité. Moi, je pense que j'ai commencé par celui-là. C'est ma grand-mère qui me l'avait offert à l'époque. Là, vous voyez, je parle de ma grand-mère qui m'a offert ce livre-là. Et automatiquement, dans les esprits, dans les inconscients et même dans le mien, quand on parle de nos grands-parents, il y a donc cette notion d'âge et souvent la notion de sagesse qui va avec. C'est un biais aussi qu'on peut trouver dans plein de choses, mais on a l'impression que ce qui est de la tradition, ce qui est de l'ordre de la tradition, de l'ancien, de le monde a toujours fait comme ça, voilà comment on faisait avant, on donne plus d'importance et donne plus de légitimité à des pratiques ou à des croyances qui sont là depuis des millénaires, alors que cette idée est vraiment, vraiment à remettre en question, parce qu'il y a des centaines et des milliers d'années, on n'avait pas les connaissances que l'on a actuellement. Et c'est pas parce que c'est une tradition qui se fait depuis toujours qu'elle est forcément bien. Il y aurait plein d'exemples à donner. Et donc, ça m'a fait sourire d'entendre que je parlais de ma grand-mère, parce que je pense que dans mon inconscient, comme c'est ma grand-mère qui m'en avait parlé, qu'elle représentait la sagesse, et je suis quand même arrivée dans une époque, ou en tout cas au moment de mon adolescence, où ça revenait vachement à la mode, c'est des sujets qui devenaient mainstream en fait, qui devenaient grand public. Et pourquoi ma grand-mère était vachement intéressée sur ces sujets-là, parce que ma grand-mère elle a grandi aux États-Unis quand elle est très jeune adolescente, ils sont allés aux États-Unis. Et en fait, les États-Unis, c'est vraiment un continent très très enclin au New Age, à la pensée magique, au développement personnel et à ce type de croyance magique, à la pensée magique. Donc voilà, d'où je viens, mais je trouvais ça aussi intéressant de vous parler de ce biais de l'ancien, de la tradition, parce que c'est un biais. Ça veut pas dire que c'est tout le temps faux, mais c'est pas tout le temps vrai non plus. En tout cas, j'étais peut-être trop jeune pour ça, mais j'ai l'impression que ça a été vraiment depuis ce livre-là. Il y a vraiment eu un basculement, il y a vraiment eu un changement au niveau de la spiritualité, du développement personnel, et j'ai l'impression que ce livre-là a amené vraiment une mode. Alors une mode, je dis ça dans le bon sens du terme, mais en tout cas a amené vraiment une vraie tendance à la recherche. Alors à l'époque, je parle de cette mode qu'a apporté le secret, ce qu'a emmené le secret, et je dis que c'est une mode dans le bon sens du terme. Alors aujourd'hui, je dirais le contraire, je pense que ça a emmené une véritable tendance. En fait, le New Age, c'est pas nouveau, ça a quelques années déjà, et attendez, je vais regarder en même temps, je sais pas exactement de quand date le New Age, mais il me semble que c'est dans les années 60. Un courant spirituel occidental apparu à la fin des années 60, fondé sur l'espérance des temps nouveaux, se caractérisant par la diversité et ce temps au niveau des pratiques yoga, méditation, des référents religieux, religion orientale, chamanisme, de l'ésotérisme, etc., etc. Ce mouvement multiples facettes a été mis en forme par Marilyn Ferguson dans son livre Les enfants du Verseau, publié en 1980. Bon, bref, c'est un vrai courant et c'est pas nouveau. En fait, on a peut-être l'impression qu'on est seulement en train d'ouvrir les yeux. Mais bon, ça fait depuis les années 60 qu'on parle de ça. Et avec le secret, c'est un mouvement qui est réapparu et qui est redevenu, ou qui est devenu en tout cas très mainstream. Et moi, c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de faire les vidéos que je fais actuellement. Parce que, comme je l'expliquais dans ma vidéo sur pourquoi je ne veux plus entendre parler du développement personnel et de la spiritualité, je n'ai absolument rien contre les croyances ou contre ce type de pensée, parce que j'estime que la foi et que les croyances en général, ça reste de l'ordre de l'intime, que chacun a le droit d'avoir les siens, les siennes. Si ça fait du bien à ces personnes-là, tant mieux, moi aussi j'ai mes propres croyances. Là où ça peut me poser problème, c'est quand des croyances deviennent des vérités, des réalités en tout cas pour certaines personnes. De plus en plus de personnes pensent que c'est de la réalité et qu'il ne s'agit plus que de croyances, et ça s'inscrit quand même de plus en plus dans le domaine public en fait, et ça arrive dans les entretiens d'embauche. Il y a beaucoup de croyances, beaucoup de thèses de personnalité qui ne sont absolument pas prouvées, qui ne sont absolument pas scientifiques, qui partent de trucs qui sont complètement... Enfin bref, qui sont pas très carrés, en fait, on va dire. Et moi, ce qui peut me poser problème, c'est comment ça s'inscrit dans
dans notre sphère grand public, dans l'emploi, dans les journaux, dans les magazines. Et là où je pense qu'il faut vraiment faire attention, et c'est l'une d'entre vous qui me disait ça justement en réaction à ma vidéo, ce qui fait peur, c'est qu'en fait, et on voit beaucoup ça dans les jeunes générations qui arrivent sur les réseaux sociaux tels que TikTok, c'est qu'il y a des... Voilà, il y a des règles, comme la loi de l'attraction et comme exactement ce que je fais dans cette vidéo, qui sont établies vraiment comme des vérités. Comme si on partageait une recette de cuisine et qu'on savait qu'à la fin ça donnait ça. Et en fait, on n'a plus vraiment ce recul sur le fait que c'est une croyance, que c'est du domaine de la foi, d'un truc qui est complètement, j'allais dire imaginaire, est-ce que c'est le bon mot? Je suis pas sûre, mais en tout cas qui n'est pas du tout prouvé, établi, et rien n'est moins sûr en fait. Et c'est vraiment pour ça que je veux faire ces vidéos-là, pour qu'on ne se perde pas dans des choses qui pourraient nous faire du mal alors qu'elles ne sont même pas vraies. Recherche de développement personnel, de spiritualité. Et alors, je sais que ce livre a beaucoup de critiques. Beaucoup utilisent le mot, voilà, la philosophie New Age, c'est un peu la mode, c'est un peu too much, etc. Et je vais vous donner mon avis tout de suite parce que justement, je vais bien sûr rebondir là-dessus. Alors, donc c'est vraiment ce livre-là qui a mis en valeur la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, si on ne lit que ce livre-là, si on s'y intéresse pas plus que ça, on n'est pas très spirituel, ça revient à dire tout ce que je veux dans ma vie. Ce terme-là, il est aussi à jeter à la poubelle. Hein. Je suis spirituelle, cette personne est spirituelle. Ça veut absolument rien dire, mais quand je dis ça, c'est les personnes qui s'intéressent à la spiritualité. C'est ça ce que je voulais dire en fond. La vie, je peux l'attirer. Alors, quand on lit ça, quand on commence à côtoyer ce principe-là, on dit mais attends, mais c'est génial, la vie est magnifique, super, je peux avoir tout ce que je veux. Je dis pas que c'est pas le cas, mais c'est un peu trop... Moi, je vous dis que c'est pas le cas. C'est pas parce qu'on veut quelque chose qu'on l'aura, et c'est pas parce qu'on ne veut pas quelque chose qu'on ne l'aura pas. Simpliste. C'est trop simplifier une loi qui est un peu plus complexe que ça. Si je dis ça, si je vous dis voilà, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Juste en claquant des doigts, comme ça, vous pouvez l'avoir. Ça serait déjà trop facile. Et surtout, des gens trouveraient des contre-exemples en vous disant attends, n'importe quoi, moi demain je veux 1 million d'euros, je les ai pas. Donc là, en gros, je vais passer la séquence, mais ce que j'explique ou ce que je fais, c'est que je suis en train de nuancer la loi d'attraction que je trouve trop simpliste. Donc en fait, au moment où je fais ça, j'ai déjà l'impression de mettre de la nuance et de pas rentrer dans le jeu trop simpliste de la chose. Donc quand je fais ça, je me dis c'est bien, t'es pas quand même conditionné par un truc et t'arrives quand même à raisonner. Alors la chose dont je ne me rends pas compte à l'époque, c'est que je continue quand même Enfin, je suis encore très croyante. J'ai mis des nuances. C'est pas aussi simpliste que ça a l'air d'être écrit dans le livre. Mais ça marche quand même. Il faut juste bien la comprendre. Alors que maintenant, ma place actuelle, c'est de vous dire le principe même n'est pas vrai. Donc on a beau y mettre des nuances. C'est pas... mais c'est pas parce que c'est pas vrai que ça n'arrivera pas de temps en temps, sauf que ça sera pas expliqué par ça. Bref, ça on en reviendra plus tard dans la vidéo. On n'attire pas ce que l'on veut, mais ce que l'on est, vraiment ce que l'on vibre à un moment précis. Regardez autour de vous, il y a beaucoup de gens qui sont de nature très positive, c'est-à-dire que quoi qu'il leur arrive, n'importe quel événement, elles vont le transformer en positif. Et dans ce cas-là, c'est des personnes qui vibrent positif. Et en général, ces personnes-là, il leur arrive plein de choses bien, il y a des coups de chance, il y a des opportunités qui s'ouvrent très facilement, il y a plein de petites choses, de synchronicités qui font que, waouh, la vie leur sourit. En tout cas, c'est votre vision des choses. À côté de ça, il y a des personnes très négatives qui on a l'impression qu'il leur arrive que des malheurs tout le temps. Et en général, c'est vrai, c'est un enchaînement et je suis sûre que même dans votre... Moi, ça m'arrive aussi, pourtant je me considère comme quelqu'un de très positif. Quand vous commencez mal une journée, par exemple, que vous commencez à ronchonner sur tout, etc., en général, c'est un enchaînement de catastrophes dans la journée. Il y a des journées comme ça où tout s'enchaîne. Je suis sincèrement persuadée que c'est parce qu'on est dans cet état d'esprit-là qu'on attire ce genre d'événements. Alors, attendez, je remets mes lunettes pour que je puisse relire mes notes. J'ai oublié mes lentilles aujourd'hui. Ce que l'on vibre, alors vibre, ça c'est un sacré terme, spiritualité New Age, et je ne suis plus du tout d'accord avec ce terme-là. Je pense que vibrer, je vais mettre de côté ce terme-là. Ce que je voulais dire, donc déjà pas du tout d'accord avec ça, avec ce que je disais. Par contre, je pense qu'effectivement, qu'il peut y avoir des choses qui nous arrivent ou que des événements arrivent en fonction de ce que l'on dégage. Alors, pour certaines personnes, vibre, dégage, ça va être la même chose. Moi, je parle de ce que l'on dégage et de façon très terre-à-terre et humaine. Je ne parle pas d'une énergie ou je ne sais quoi, c'est vraiment ce que l'on dégage. Et ce que l'on dégage, c'est le ton de notre voix, la façon dont on s'habille, notre gestuelle, tout ce qui est communication non verbale.
Tout ça, donc vous voyez, c'est tout ce que l'on dégage, ce que l'on vibre, si on veut, mais de façon très terre à terre. Je continue de penser aujourd'hui qu'effectivement, ce que l'on dégage a un impact sur notre entourage et sur ce qui nous arrive. Mais c'est aussi, surtout en fonction de notre mood, de notre humeur, de nos pensées, de nos croyances aussi, de notre attitude, évidemment. Et c'est pas qu'on attire des choses, au contraire, ou qu'on éloigne des choses, parce que je crois pas du tout à ce truc d'aimant. Je pense que l'on est capable de voir des choses quand on est dans un bon mood et que l'on a tendance à ne voir que le négatif quand on est dans un mauvais mood. Donc c'est une façon qu'a le cerveau de filtrer les choses. C'est pas du tout qu'il y a plus de choses qui nous arrivent, c'est juste qu'on va les voir ou qu'on va créer les opportunités pour créer des choses qui sont plus positives, en tout cas qui sont plus sympa à vivre. Donc en fait, dans le fond, l'idée n'est pas complètement fausse, en tout cas de ce que je pense actuellement, je pense qu'effectivement on a une grande importance dans ce qui nous arrive, dans ce qui va se passer dans notre vie, mais je pense pas du tout que ce soit une question d'aimant, je pense que c'est très terre à terre en fait, c'est notre humeur, notre façon de nous exprimer, est-ce qu'on va créer les opportunités, est-ce qu'on est avenant avec les gens, est-ce qu'on est souriant à un moment ou pas. Alors je dis pas qu'il faut être souriant tout le temps, mais moi par exemple si à un moment je suis de très mauvaise humeur, que je suis renfermée dans ma bulle et ça m'arrive, et peut-être qu'effectivement à ce moment-là il n'y a pas quelqu'un qui va venir me proposer quelque chose parce que je suis dans un mood qui est renfermé, j'ai d'autres choses à gérer. Et c'est tout, il n'y a pas de c'est négatif, du coup je vibre du négatif, ça m'est arrivé du négatif. C'est très terre à terre ce que je suis en train de vous raconter et c'est la communication en fait. C'est de la communication verbale, non verbale et c'est extrêmement terre à terre, extrêmement palpable et ça n'a rien à voir avec un quelconque univers ou loi de l'attraction ou que sais-je. Quand on a une attitude négative ou quand on est peut-être déjà une attitude négative au niveau verbal, quand on ronchonne beaucoup, peut-être que si on a un visage qui est fermé, peut-être que si on est quelqu'un qui radote beaucoup de négatif, oui, on va se fermer des opportunités. Mais ça n'a rien à voir avec les ondes. C'est, une fois de plus, du palpable. Donc comme je vous le dis, c'est pas qu'on attire ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Et alors, ce que l'on est, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on est? On est nos pensées, bien évidemment. On est nos émotions, on est nos croyances. C'est-à-dire que, si par exemple, on va parler d'argent. Ça, oui. Alors ça, déjà, j'avais touché du doigt le domaine de la croyance, mais j'avais pas... Vous savez, c'est drôle parce que sur les côtes, j'ai un tatouage qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et il y a vraiment deux façons de voir cette phrase. Il y a cette façon « Si je veux, je peux ». Donc qui est une phrase à remettre en question parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais il y a aussi « Tout est possible à celui qui croit » dans le sens de à partir du moment où tu crois quelque chose, tu vas le voir parce que tu y crois. Et c'est pour ça que j'adore cette phrase et que je suis toujours finalement assez d'accord avec ça, c'est que notre vision est vachement conditionnée par nos croyances. Et le monde est filtré parce que l'on croit du monde. Que là, ce que je vous dis, n'hésitez pas à ne pas être d'accord avec moi, hein, surtout si vous êtes vraiment dans la sphère pensée critique, zététique, etc. Je suis peut-être encore pleine de croyances et peut-être que ce que je dis là est absolument faux, donc n'hésitez pas à me le dire de façon gentille, évidemment. Vous avez en tête de vouloir avoir plein d'argent dans votre vie, vous avez besoin d'avoir plein d'argent, c'est votre souci principal, vous avez envie de faire plein de choses et vous n'en avez pas. Donc si on s'arrêtait au premier principe du secret qui dit voilà je veux de l'argent, normalement je suis censée en avoir. Vous voyez bien qu'à ce moment-là ça ne fonctionne pas. Ensuite ce que... Je sais pas si vous avez vu la série de Blanche Gardin qu'elle a fait pour Canal+, qui s'appelle La meilleure version de moi-même, je crois. Moi j'ai adoré cette série. Alors je comprends qu'on n'ait pas du tout aimé parce que je pense que c'est une série très niche. Je vous explique. C'est Blanche Gardin, donc moi déjà que j'adore en humoriste, qui a décidé de faire une série, on dirait vraiment une série à la limite de la télé-réalité où elle se met en scène. On la voit évoluer sur le plan santé, naturopathie, le développement personnel, la spiritualité, etc. Et on voit toutes les dérives et on voit à quel point c'est du too much. Et en fait, pour les personnes qui ne sont pas du tout dans ces milieux-là, j'imagine que ça ne leur a pas du tout évoqué quelque chose, parce que ça paraît complètement fou sur le papier. Pour les personnes qui sont très croyantes là-dedans, je pense qu'elles n'ont pas forcément aimé cette série parce que ça vient se moquer de tout ça. Mais alors, pour la niche des personnes qui ont été là-dedans et qui ont beaucoup de recul là-dessus, moi je trouve que c'est une série pépite parce que justement on voit à quel point ces pensées-là, ces croyances-là, quand elles sont vraiment mises à l'œuvre dans la vie réelle, ça devient n'importe quoi. Et justement, il y a une scène où Blanche Gardin se retrouve à côté d'un SDF. Je peux pas faire comme si ils n'existaient pas, comme la majorité des gens. C'est un truc que j'ai jamais réussi à faire. Comment ça va? Bah écoute, ça va doucement. Hein. Ouais, il a pas fait trop froid là? Oh, un peu, mais bon. Je me suis fait virer du parking, donc du coup... Tu t'es fait?
viré du parking, donc du coup c'est la merde. Ah, Ouais, le parking où c'est tu étais parking, dans le ouais. 20e? Exactement, ouais. Ok, Ouais, c'est un peu la galère, mais bon, sinon ça se passe. Hein. ouais. Tu connais les lois de l'attraction? C'est un truc... Un petit peu, mais sans plus. c'est le truc de dire, en gros, si tu veux, plus tu penses qu'il va t'arriver des choses positives et plus il t'arrive vraiment des choses positives, tu vois. C'est vraiment un truc, il faut que tu te concentres, que tu mettes ton attention sur le fait que tu es sûr que ce qui va t'arriver, ça va être positif. Et au bout du compte, c'est positif. Mais moi, j'en fais l'expérience. Tu vois, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai cherché une maison de campagne. Ouais. Et dans ma tête, je me suis dit, je vais la trouver, je suis sûre que je vais trouver ma maison de campagne. Et le lendemain, j'ai trouvé une petite annonce d'un chasseur d'appart. Et je l'ai appelé et il m'a dit, mais bien sûr, je fais aussi les maisons de campagne. Et il m'a trouvé la maison de campagne. Mais ça s'est fait en 5 jours, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Parce que ok. moi, dans ce que j'entends de ce que tu dis, c'est beaucoup de Négativité. négativité, en fait, voilà. Tu vois, je l'ai dit avant toi. Voilà. Je suis né avec des négatifs, moi. Oui, donc bah, ça, par exemple, ça rentre pas Après, dans mon histoire de j'ai- positivité. Parce J'ai eu un cancer de 18 mois. que... Un cancer de? Un cancer de testicules à 18 mois. Ok. Ouais. J'avais la même palmée à la naissance. Et sinon, à part ça, Mais ça, va. c'est peut-être Je que vis ta dans une mère, tente. elle n'était pas assez positive, tu vois. C'est peut-être Ma que... mère est très petite, c'est que ma mère elle a souffert surtout. Bon, je vais y aller, Nico. Vas-y. À plus tard. À plus Je tard, repasserai avec plus tard, plaisir. de toute façon. Salut Rita. Salut, Nico. Merci. Bon après-midi. Merci Bye. à toi. Peace. C'est pas facile de leur faire comprendre qu'ils entretiennent de la négativité, tu vois. Et moi, j'essaye de donner tout ce que je peux donner. Mais c'est vrai que je peux pas... je peux pas donner. Là, par exemple, il m'a pris toute mon énergie. Je ressens trop sa souffrance, quoi. Je sais que je vais devoir aller me faire masser. Je peux pas continuer ma journée comme ça. Je vais trop ramer au niveau de l'énergie, quoi. Ça m'a évoqué ça quand je parle d'argent dans cette séquence. Donc je vais avancer un petit peu parce que dans ce que je vais dire, j'ai pas grand chose à dire. Je suis toujours pas d'accord, mais bon, il n'y a rien d'autre à ajouter. Et on va avancer un peu plus tard. Il y a juste à recréer, pas si facile que ça, pas si simpliste que ça. C'est que bien entendu, il y a un travail à faire sur nous et comprendre qui on est pour pouvoir attirer ce que l'on veut. Et pour savoir qui on est, il y a juste à regarder en fait autour de nous. Je pense que notre environnement est le parfait miroir de ce que l'on est. Et regardez autour de vous les événements que vous avez, votre situation professionnelle, votre situation amoureuse. Et elles vont en fait, tout ça va refléter qui vous êtes et les croyances que vous êtes. Parce que c'est vous qui avez attiré tout ça. C'est vous qui avez créé votre propre monde. Alors, ça paraît complètement perché et pourtant même actuellement je suis pas en complet désaccord avec ce qui est dit, mais je suis pas du tout complètement d'accord parce qu'il y a beaucoup de nuances à rajouter. Je pense que effectivement observer notre vie et observer ce que l'on a actuellement permet de faire un point sur ce que l'on est, ou en tout cas de faire un point sur ce que l'on a créé, parce que notre vie actuelle est le résultat des actions et donc des décisions que l'on a prises. Donc c'est quand même une sorte de... Ça peut être un point de départ pour dire voilà, si j'ai voulu ça, si j'ai... C'est peut-être que... C'est pas que j'ai attiré ça, donc inconsciemment je vibre ça, c'est pas ça, c'est j'ai pris ces décisions-là, donc peut-être que ça vient de mon éducation, etc. Mais en tout cas, la vie que l'on a est a priori la résultante d'actions et donc de décisions que l'on a prises. Mais pas seulement. Non, on ne crée pas 100% de notre réalité, tout ne provient pas de nous. La vie que l'on a maintenant au moment T provient aussi de notre éducation, de l'endroit où on est né, de la famille dans laquelle on est né, du milieu social dans lequel on a baigné. Il y a énormément d'autres facteurs sociétaux, environnementaux qui rentrent en jeu. En fait, il y a très peu de mobilité sociale. C'est extrêmement rare qu'un fils d'ouvrier devienne un grand patron d'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions, et c'est souvent ces exceptions-là qui sont mises en valeur, mais dans la réalité, on reste dans la sphère et dans l'environnement social dans lequel on est né. Et alors il y en a qui diraient c'est parce que justement comme on prend l'éducation de nos parents, on garde les croyances limitantes de nos parents, etc. Alors peut-être qu'il y a aussi de ça, mais il y a aussi surtout des réalités financières, des réalités d'éducation, des réalités de milieu, mais il y a aussi tout l'aspect monétaire, d'argent. Si je suis enfant d'ouvrier et que mes parents n'ont pas l'argent
pour me payer des études qui me permettront d'accéder à des postes meilleurs, de peut-être de monter des sociétés, des entreprises, etc. Ça risque aussi de poser problème. Donc il y a tout un aspect sociétal, sociologique qui est complètement mis de côté dans le dev perso et la spiritualité. Et je sais pourquoi, je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, dans ces domaines-là, on aime bien reprendre le pouvoir. On aime bien se dire je suis responsable et j'ai le pouvoir de faire ce que je veux. On pourra peut-être y accéder, mais c'est pas qu'une question de mindset. Et penser que l'on crée 100% de notre réalité est absolument faux. C'est vraiment oublier beaucoup d'autres facteurs et en oubliant même tout simplement les facteurs humains. C'est-à-dire qu'on ne vit pas seul en Sims avec d'autres personnages que l'on contrôle aussi. Chaque personne se contrôle elle-même, donc finalement, comme on est tous en interdépendance, forcément qu'on a des conséquences sur les autres et que les autres ont des conséquences sur nous aussi. Donc non, on ne crée pas 100% de notre réalité, on crée notre expérience de la réalité, ça absolument. C'est une vraie différence à mettre en avant. On a notre expérience de la réalité, mais la réalité est telle qu'elle est. La réalité, c'est que le ciel est bleu, qu'il y a des nuages, que la mer est bleue, enfin bref. Ne me reprenez pas sur « non, finalement, elle n'est pas vraiment bleue » ou « c'est parce qu'elle reflète le ciel » ou je sais pas quoi. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Pour notre société et pour notre bien-être d'humanité, c'est extrêmement important qu'il y ait une réalité commune à tout ça. Sinon, on ne fait plus civilisation, sinon on ne fait plus espèce. Et c'est très dangereux, justement, ces mouvements-là, de penser que finalement, chacun a sa propre réalité et que on ne peut pas remettre en question la réalité de l'autre parce que finalement, il a la sienne. C'est absolument faux. Il y a une réalité, vraiment. Par contre, il y a plusieurs expériences de réalité. Ça, c'est bien vrai. Mais il ne s'agit que d'expériences. Et ça, c'est pas la même chose. Je vais pas pousser plus loin ce point parce que ça c'est un truc encore plus philosophique, encore plus spirituel, comme quoi chacun on a notre propre monde, chaque personne qu'on rencontre est un miroir de nous-mêmes. Ça c'est sûr, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Il va falloir que j'approfondisse encore plus. Donc bien entendu, il y a un travail à faire sur vous, sur vos croyances. Et c'est là-dessus qu'une thérapie peut être hyper intéressante. Le fait de s'ouvrir un peu spirituellement, d'arriver à travailler sur soi et d'aller voir un psychologue ou d'aller voir un psychiatre, effectivement, je pense que c'est très intéressant. Mais ça, ce sont des personnes qui ont vraiment étudié la psyché humaine, qui est une science. Hein. Et je ne parle pas des thérapies ou des coachs qui ont fait quelques semaines ou quelques mois de formation. Et encore, ça dépend sur quel domaine il intervient. Parce qu'il y a des coachs qui vont être très très bien pour un domaine précis ou pour un objectif précis. Mais on ne travaille pas sur ces schémas répétitifs, sur un truc profond avec quelqu'un qui n'est pas apte à nous aider dans ces domaines-là. Et moi, justement, au moment où je suis sortie de ça et je traversais vraiment un moment extrêmement difficile, parce que pour moi, c'est comme si mon monde s'écroulait vu que toutes mes croyances s'écroulaient, j'ai vraiment eu besoin d'aller voir une psy. Et j'avais regardé sur son profil, j'ai trouvé sur Doctolib, je ne voulais qu'il y ait aucun mot ou descriptif, New Age, spirituel, je voulais vraiment quelqu'un d'extrêmement cartésien. Et elle a été géniale, en fait. Et c'est pas parce que quelqu'un est cartésienne... Bon, bref, ça aussi, c'est un mot à remettre en question, parce que cartésien, ça vient de Descartes, mais c'est pas dans ce sens-là que j'utilise. C'est en tout cas terre à terre, scientifique. C'est pas pour le coup qu'elle n'est pas douce, qu'il n'y aura pas de l'émotion. Il y a un peu ce truc qui peut paraître contradictoire dans certains esprits, alors que évidemment, ça n'a aucun rapport. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'être avec quelqu'un qui ne me balançait pas des croyances ou des fausses vérités sur la vie ou comment les choses se passent. Et donc de travailler sur soi avec des gens dont c'est le métier, qui ont fait des années d'études dans des disciplines qui ont entraîné beaucoup de recherches. Et je me permets aussi de vous dire ça, c'est effectivement, parce que sur ma vidéo justement je vous parlais de tout ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui mais la science n'est pas non plus exacte, il y a beaucoup de choses à remettre en question, tout n'est pas vrai dans la science, tout évolue. Évidemment que tout évolue dans la science, et d'ailleurs les vrais et bons scientifiques savent justement que tout est à remettre en question. Mais c'est dingue, quand on y pense, de remettre en question la science, qui est quand même... Enfin, c'est-à-dire, il y a des années, des milliers de personnes qui recherchent, qui travaillent là-dedans, et il y a plus de facilité à remettre la science que des croyances qui sortent de bouquins ou de gourous, ou de trucs qui sortent de nulle part finalement, ou au contraire, qui sortent de sagesse ancestrale. Et là, on revient sur le biais du début, où comme c'est ancien, c'est forcément bien. Et ça, bizarrement, il y a moins de remise en question de ces domaines-là, que de la science. Ça ne veut pas dire que la science est 100% véridique tout le temps, elle sera toute notre vie et que rien n'évoluera. Mais dans l'échelle, ça c'est quand même un petit peu plus sûr que des trucs qui viennent de mouvements qui ont été créés dans les années 60 par exemple. À méditer, par exemple, la méditation ça permet en fait de faire une introspection, de voir ce qui se passe dans nos pensées, c'est-à-dire de faire un peu le silence avec l'extérieur
de couper pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et vous allez voir tout de suite quelles sont les pensées qui reviennent sans cesse en tête. En fait, par exemple, je ne sais pas si vous fermez les yeux, si vous méditez pendant 10 minutes, vous avez que des reproches envers vous-même, même si consciemment vous ne les avez pas, même si consciemment vous ne vous en rendez pas compte. Au moment de faire le silence, vous allez vous rendre compte de tous les mécanismes qui se passent, de qui vous êtes en fait à l'intérieur. Et pareil, non, la méditation ne sert pas à ça. Et en fait, pareil, il y a beaucoup de mouvements de méditation. Tout le monde ne médite pas avec la même vision des choses. Je m'y connais pas assez, je vous avoue, pour vous en parler. Mais par exemple, Fabrice Midal vous dirait que non, la méditation ne sert à rien. À rien. Elle n'a pas un but. C'est un processus. Et moi, j'aime bien méditer, mais quand je le fais, je me mets pas du tout assis en tailleur sur mon canapé. Je vais fermer les yeux un instant ou juste mais même sans fermer les yeux, je vais me concentrer vraiment sur ce qui se passe actuellement au niveau de mes sensations. Et je suis pas là à étudier mes pensées. Pour ce que je disais après, sur le fait de repérer les schémas répétitifs et récurrents, je pense toujours que c'est quelque chose qui est intéressant à faire et que ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Je pense qu'effectivement, de par notre éducation, nos croyances sur la vie, nos peurs, etc. On va répéter notre fonctionnement, en fait, tout simplement notre attitude. On va répéter, on va recommencer des schémas. Et ça peut être intéressant si ces schémas nous font souffrir. Ça peut être intéressant de savoir d'où ils viennent et si on peut les changer. Alors tout ça, ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande énormément de travail sur soi en fait. Moi, ça fait des mois, ça fait des années que je suis là-dedans, je travaille énormément sur moi. Et c'est parfois très dur, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire qu'une fois qu'on entre dans le développement personnel ou la spiritualité, tout devient facile, tout devient... Je vais pas vous dire le contraire non plus, je vais pas vous dire que ça se complique parce que ça serait pas vrai. Si, avec du recul, si. Moi, je trouve que ça se complique. Pas au début, mais quand on est dedans, quand on plonge trop dedans, ça se complique parce qu'en fait, on arrive dans un processus de contrôle de tout, de nos pensées, de nos émotions, de tout ce qui se passe, d'essayer de comprendre. Enfin bref, ça complique vachement la vie. Mais bon, pour ça, je vous conseille d'aller voir ma vidéo que j'avais faite sur pourquoi je ne veux plus en entendre parler. J'abordais ces questions-là. C'est un éternel recommencement, ça tourne un peu en rond, à différents niveaux, mais en fait, je pense qu'il faut accepter le fait que jusqu'à la fin de notre vie, on va apprendre sur nous-mêmes, que jusqu'à la fin de notre vie, on va apprendre à connaître nos mécanismes, etc. Donc, ça oui, je pense jusqu'à la fin de notre vie, on va apprendre à se connaître. Et pour revenir sur la question de la spiritualité, parce que je pense qu'on entre souvent là-dedans aussi en tout cas, les personnes qui rentrent là-dedans, j'ai l'impression que c'est des personnes qui aiment se poser des questions sur la vie, sur le comment, du pourquoi. Il y a une quête, comment je pourrais dire ça ? Une quête d'absolu, de comprendre en tout cas. Et je suis persuadée que jusqu'à la fin de notre vie, on trouvera pas la réponse. On aura peut-être l'impression qu'à un moment on trouve une réponse, et ensuite on verra les choses d'une perspective différente, etc., etc. Et je crois pas qu'on ait la réponse à un moment. Moi, par exemple, qui n'ai que 26 ans, je suis pas prête à avoir toutes les réponses à mes questions. Alors vous allez me dire quelle est la solution, c'est quoi le moyen d'être heureux, le moyen d'avoir tout ce que l'on veut. Déjà, le moyen d'être heureux, il va falloir mettre une définition là-dessus. C'est quoi exactement être heureux pour vous? Ça veut dire quoi? Ça, c'est vrai, ce que je dis, c'est qu'en gros, être heureux, ça ne veut absolument rien dire. Pour certains, être heureux, ça voudrait dire être riche. Pour d'autres, ça voudrait dire avoir une grande famille et vivre à la campagne. Pour d'autres, ça voudrait dire être digital nomade et n'avoir aucune attache et voyager de pays en pays chaque mois. Être heureux, déjà, effectivement, c'est une vision qui est à préciser. Et surtout, est-ce vraiment un objectif, le bonheur? Alors ça, je sais que ça va peut-être venir vous chercher, et moi, ça vient me chercher aussi quand je dis ça. Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on peut atteindre? Est-ce vraiment un but à avoir? Ou est-ce que finalement, le bonheur n'est pas quelque chose qui arrive tout seul, sans que ça se commande? Est-ce que ça devrait être un but? Est-ce que c'est pas une conséquence, le bonheur? Voilà, c'est plutôt ça ma pensée. L'époque, en tout cas, fait croire ça. On est dans une époque où, effectivement, il faut être heureux. C'est une visée. Vous savez, quand je regarde d'autres... c'est complètement inventé, ce que je vous dis, c'est pas du tout scientifique, mais par exemple, quand je regardais la série Viking, à l'époque, c'était pas le bonheur qui était recherché, c'était l'honneur. Et donc, tout était en fonction de ça. Et en tout cas, à notre époque, ça veut pas dire que pendant les Vikings, vraiment, c'était l'honneur. Hein. Je vous parle de la série. Je sais pas comment ça se passait dans la réalité. Mais en tout cas, à notre époque actuelle, j'ai la sensation que c'est le bonheur qui est le but. À remettre en question aussi. Et surtout avoir ce que l'on veut. J'ai beaucoup réfléchi et en fait je me rends compte que c'est un casse-tête. C'est-à-dire que si demain je veux absolument changer d'appartement, imaginons, je suis plus bien dans mon appartement actuel, je veux absolument un autre appartement. Je peux faire une liste de l'appartement de mes rêves. Ça c'est une lettre à l'univers, c'est hyper connu en spiritualité. Vous écrivez exactement, alors
Il y en a qui vont dire une lettre à l'univers, il y en a qui vont dire prier, alors que ce soit un dieu ou l'univers ou une conscience plus haute que vous, je sais pas. N'importe, mais vous faites une demande en tout cas en disant voilà, je veux ça, ça, ça. Ça marche super bien, c'est super aussi à faire, c'est un outil super pour les apparts, pour le job idéal, pour le mec. Ça marche super bien, c'est ce que je dis. Genre vraiment, à chaque fois je fais une lettre à l'univers, la lettre au Père Noël, quoi. J'ai le truc après. C'est pas vrai. Ça veut pas dire que je le fais pas. Ça veut pas dire que j'ai pas des prières ou des pensées qui demandent à quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas, une énergie, j'en sais rien. Je ne mets plus de nom là-dessus. Ça m'arrive encore de le faire. Par contre, je pense que c'est pas du tout quelque chose à ritualiser, ou en tout cas, c'est pas, il faut pas se formaliser sur la forme. Chacun fait absolument ce qu'il veut, ce qui lui fait du bien. Il y a des gens qui vont adorer au moment des pleines lunes, des nouvelles lunes, faire des rituels. Et si c'est un rituel qui vous fait du bien, bah, génial, trop bien, faites-le. Comme écrire tous les soirs dans un journal intime, moi j'adore faire ça. Ça n'a rien de spirituel, mais c'est un rituel que j'aime bien. Et je pense que prier ou faire des demandes, moi je continue de le faire. J'aime bien balancer des trucs là. Par exemple, moi je cherche un appart, justement. On cherche à déménager. J'aime bien dire, bon allez, est-ce qu'on peut m'aider à trouver un appart? Voilà, après je me formalise pas, je suis pas en train d'écrire une lettre à la lueur de la pleine lune pour ensuite la brûler dans une rivière ou que sais-je. À chacun de mettre en forme de la façon qu'on veut. Ça dépend en fait dans quel état d'esprit vous faites cette lettre-là et dans quel état d'esprit vous priez, dans quel état d'esprit vous demandez. Parce que, alors je reviens à l'exemple de l'appartement. Si je veux changer d'appartement, ça veut dire que dans mon appartement actuel, imaginons je ne suis plus bien. Imaginons il y a une fuite d'eau, ce qui est mon cas par exemple, il y a une énorme fuite d'eau, je suis plus bien, je me sens mal à l'aise, je sens qu'il est trop psy, etc. Je veux absolument un autre appartement. Si on est trop simpliste, on va dire ok, donc je veux avoir l'appartement de mes rêves, je vais me concentrer sur l'appartement de mes rêves, je vais le visualiser, je vais décrire exactement ce que je veux, je vais faire vous savez, un tableau d'inspiration avec exactement les photos que je veux, etc. Et ça marche super bien, c'est vrai. Mais si je reste... Non, pareil. Non, ça marche pas super bien. Moi, j'adore faire encore des tableaux de visualisation. Je l'ai fait cette année pour mon taf, pour moi, mais parce que le moment m'amuse. J'adore me projeter et m'octroyer un moment où je vais pouvoir rêver à ce que j'aimerais cette année-là. Mais on n'est pas dans une lettre au Père Noël. Une fois de plus, non, ça ne marche pas super bien. Et ça ne suffit pas en tout cas. Ça peut donner une direction au cerveau, en fait. Ou à notre esprit. Voilà vers quoi je vais aller. C'était mes objectifs, c'était mes buts, c'était mes rêves en début d'année. Donc, de tout mettre en place pour que les actions, les décisions que l'on prenne soient en cohérence avec ces objectifs-là. C'est tout. Et bien la première émotion que je dégage, c'est le fait de ne pas être bien dans mon appartement. Dans ce cas, c'est une émotion négative. Et je ne peux pas attirer quelque chose de mieux si actuellement je suis dans une énergie négative. Voilà, en gros ce que je dis, c'est que souvent dans la loi de l'attraction, ce que l'on vibre inconsciemment, c'est le manque vu qu'on demande quelque chose d'autre. Et c'est toute l'ambivalence de cette loi, en fait. C'est, en gros, on te dit ce que tu veux, tu peux le demander en le vibrant, mais alors que derrière, c'est si tu le demandes, c'est que t'en manques, donc ta véritable vibration, c'est le manque. Enfin bref, c'est un truc qui tourne un peu en rond. Et là, je dis qu'en gros, il faut passer de cette énergie de manque à cette énergie de je suis contente de ce que j'ai déjà. Sauf que, et ça c'est très important, on ne peut pas se forcer à ressentir quelque chose. Si je suis triste d'une situation, je peux faire semblant de trouver du positif ou d'être dans la gratitude, mais ce n'est qu'un leurre. Je peux me faire croire que, mais ça rajoute une couche de pression, ça rajoute quelque chose de lourd sur une émotion qui est déjà dure à gérer quand on est triste ou pas bien. Et donc, c'est vraiment contre-productif. Je pense que c'est même grave. Ça peut devenir grave si on fait sans cesse ça, si on se force à ne pas ressentir quelque chose, si on s'empêche de ressentir quelque chose qui est là pourtant, en pensant que si on se force, ça va passer. On peut vraiment se faire beaucoup de mal en réfléchissant comme ça. Donc non, on ne peut pas se forcer à ne pas ressentir quelque chose et on ne peut pas se forcer à ressentir quelque chose. Au contraire, moi je pense qu'il faut, en tout cas c'est ma vision actuelle, je pense qu'il faut vraiment accueillir, alors pareil c'est des termes que je déteste utiliser parce que c'est tellement utilisé dans tous ces domaines-là que ça m'énerve de les utiliser et pourtant je sais pas comment les dire autrement. Mais quand on ressent quelque chose, c'est d'accepter de le ressentir totalement. Je suis triste de quelque chose, bah je suis triste, basta. J'essaie pas de me dire non c'est pas bien d'être triste, je suis triste. Et dans mon cas, moi en tout cas dans mon expérience, plus j'accepte une émotion, plus elle passe en fait. Si un jour je suis triste, je suis triste et je vais pleurer et je vais aller à fond là-dedans. Moi j'ai souvent ce besoin de, si je suis triste, je vais écouter des musiques tristes, regarder des trucs qui me font pleurer. J'ai vraiment besoin de vivre l'émotion à fond. Et une fois que j'ai vécu à fond, là bizarrement ça va aller mieux. Mais si j'essaie de ne pas être triste, de me rajouter un truc de non, il faut que je vibre positif pour attirer ce que je veux, mais c'est un enfer en fait, c'est un truc qui va devenir de plus en plus lourd et qui est vraiment très dur à gérer au niveau, qui est très dur à vivre en fait.
Alors après, une fois de plus, je vais mettre des nuances. On ne peut pas toujours se permettre de tout ressentir au moment réel. Si je suis au travail devant des gens et que je suis triste à ce moment-là et que je ne dois pas pleurer parce que je suis en pleine présentation, je peux me permettre de me forcer pendant 4-5 minutes ou même la fin de la journée et vivre l'émotion le soir même, d'accord? On va essayer d'être nuancé, d'être dans la vraie vie dans cette vidéo, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Parfois, effectivement, on ne peut pas se permettre, ou même... Qu'en fait, je me rends compte que quand je vous dis ça, j'arrive dans une autre injonction et c'est pas du tout ce que je veux. Mais en tout cas, chacun fait comme il veut. C'est surtout ça. Je sais, par exemple, que parfois on ne peut pas se permettre de se laisser aller à des émotions. Et peut-être qu'il faut accepter ça. De pas se permettre vous savez, d'être très au clair avec soi-même. Et je pense que c'est ça la clé, en fait. Quand je dis être honnête avec soi et accepter totalement, c'est d'accepter la situation et d'accepter ce que l'on ressent. Et d'accepter peut-être la non-possibilité de pouvoir le faire. Voilà, c'est une piste parmi tant d'autres. Par exemple, attirer une relation amoureuse, imaginons. Demain, je vous dis... voilà, j'en ai marre d'être célibataire, je veux absolument un mec. En général, quand on en arrive à là, c'est qu'on est mal célibataire, c'est qu'on ressent un manque, c'est qu'on ne se sent pas bien seul. Comment voulez-vous attirer quelqu'un si actuellement vous n'êtes pas bien? Ou alors si vous allez peut-être attirer quelqu'un, mais pas du tout quelqu'un qui vous correspond ou quelqu'un qui va vous faire du bien. Pareil pour un job, vous ne pouvez pas trouver le job de vos rêves si actuellement vous n'êtes pas bien. En fait, ça, pareil, je suis pas en complet désaccord, mais ça s'explique pas du tout par les vibrations ou par l'univers ou que sais-je. En fait, ça pour moi, ça se passe au niveau de l'interaction humaine. Et donc, enfin, je dirais que c'est une science, je pense que ça s'étudie, mais c'est animal en fait. Et quand je parlais du domaine amoureux, vous avez peut-être déjà ressenti, vous êtes peut-être retrouvé face à une personne qu'on appelle... enfin oui, on aime bien dire, c'est une personne qui est needy, qui est en besoin, qui est en recherche de... Généralement, c'est pas les personnes les plus attirantes parce qu'on sent qu'il y a un truc qui manque chez elles et que du coup, elles peuvent s'accrocher un peu à nous. Et donc, c'est pas une question de vibration, c'est une question d'interaction sociale en fait. Et je pense qu'effectivement, quand je vous parle d'un appartement, il faut pas vibrer négatif, ça fonctionne pas du tout comme ça en fait, parce que c'est un appartement, c'est pas un humain, il n'y a pas pas d'interaction humaine avec un appartement. Avec une autre personne, s'il y a des interactions qui vont rentrer en jeu. Pour le job en tant que tel, pareil, c'est pas une entité humaine. La personne qui va nous recruter, oui, mais le job en soi, il n'y a pas d'interaction humaine. Donc je pense que ce que l'on dégage a énormément d'impact, effectivement, sur ce qui va nous arriver, mais quand on est en interaction avec d'autres personnes, quand il s'agit d'interaction sociale. C'est-à-dire que là, si je ne trouve pas d'appart, c'est pas parce que je suis dans dans des mauvaises vibrations, c'est parce qu'en ce moment, le marché de l'immobilier est très compliqué. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est expliqué par les banques ou je ne sais quoi, c'est pas parce que j'envoie des trucs négatifs. Et c'est un peu ça, l'ironie de la vie. Là, aujourd'hui, je suis dans un bon bout, donc j'arrive à vous faire cette vidéo et parfois, je me dis, mais... Enfin, à quoi bon? C'est tellement compliqué. Bien sûr que si je veux changer d'appartement, c'est qu'actuellement je suis pas bien. Donc, si j'arrive à être bien dans mon appartement, quel serait l'intérêt d'aller ailleurs? Et c'est là-dessus un peu l'ironie de la vie, je pense. On attire ce que l'on veut. On attire ce qu'il faut pour nous seulement quand dans le présent on est bien. Et c'est là-dessus que le pouvoir du moment présent est extrêmement important. Ça arrive, mais c'est pas une science exacte. Je pense qu'une fois de plus, quand on en revient aux interactions sociales, effectivement, quand on rencontre quelqu'un d'extrêmement bien dans ses baskets, qui est bien dans sa vie, c'est quelqu'un qui est attirante en fait. Et je parle pas au niveau seulement de couple, de séduction, elle nous attire. C'est pas ça, c'est que on a peut-être envie de travailler avec cette personne, on a envie d'être en relation, on a envie de devenir l'ami de cette personne parce que voilà, on sent quelqu'un qui est bien dans ses baskets. Mais on parle d'interaction sociale, une fois de plus. L'appartement de mes rêves ne va pas arriver. Il n'attend pas dans un coin de l'univers en disant « j'attends qu'elle se sente bien dans le sien pour arriver ». Je crois pas que ça marche comme ça en tout cas. Pour revenir sur l'exemple de l'appartement, imaginons, donc je sais pas dans quel cas vous êtes, mais si vous avez envie de changer d'appartement, il faut que vous arriviez d'abord à vous sentir bien dans le vôtre avant de vouloir changer. Ça veut pas dire oublier ou mettre de côté les inconvénients et les raisons qui font que vous voulez changer, parce que ça serait se mentir et l'inconscient n'est pas bête, il sait très bien ce que vous avez en tête. C'est juste mettre plutôt l'accent sur les côtés positifs. C'est pas noter par exemple tout ce qui s'est... Je me contredis un petit peu. Vous voyez, je dis qu'il faut pas être dans le négatif, mais qu'il faut pas non plus se forcer et faire semblant parce que l'inconscient n'est pas bête. Donc en fait c'est un peu contradictoire, mais j'essaie de mettre de la nuance finalement, mais en fait c'est totalement contradictoire. Je pense que voir les aspects positifs d'une situation, c'est quelque chose qui peut être qui peut être un bon moteur, surtout quand on n'a pas le choix. Par exemple, là, tant que j'ai pas le choix, plutôt que de ruminer sur le fait que mon appart, je l'aime pas, je peux me dire, bon, voilà, regarde quand même ce qui va bien. Comme je n'ai pas le choix, je peux décider de mettre d'autres lunettes à ce moment-là. Ça veut pas dire que je nie ce qui ne va pas, c'est que je mets plus l'accent sur ce qui va bien. Donc pourquoi pas?
Pourquoi pas? Quand on n'a pas le choix dans une situation, si vraiment on est bloqué dans une situation, qu'on n'a pas de pouvoir sur une situation, pourquoi pas? Pourquoi pas se dire, bon, je vais voir le positif en attendant que ça se débloque, plutôt que de ruminer dans cette vision de que ce qui ne va pas. Tous les jolis souvenirs que vous avez dans votre appartement, notez ce que vous avez aimé au niveau de la déco, de l'architecture, tout ce qui vous a permis de vivre. Voilà, c'est vraiment mettre l'accent sur le bien. Alors bien sûr, il y a du négatif dans votre appartement, sinon vous ne voudriez pas changer, mais mettez l'accent sur le bon, sur le positif. Soyez dans la gratitude, remerciez cet appartement de vous avoir offert tout ça. Et ensuite, faites une liste à côté. On n'est pas obligé de remercier un appartement. Si ça vous fait envie, si ça vous fait plaisir, si ça vient naturellement, évidemment, il n'y a pas à se moquer de ça. Mais ne vous sentez pas obligé de faire une prière à votre appartement ou de remercier votre appartement. Faites vraiment comme vous sentez vous. De l'appartement que vous voudriez. Ou bien, si vous n'avez pas une idée précise, demandez juste l'appartement qu'il me faut. Voilà, demandez, voilà, je vous fais confiance, je veux l'appartement qu'il me faut. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu avec cette mode de la visualisation, où par exemple, on veut telle relation de couple, je veux tel appart, etc. Et c'est une façon de dire, voilà, c'est une façon de faire sa lettre à l'univers. Mais moi, je trouve que c'est une idée à vachement remettre en question, parce que c'est pas parce que l'on veut quelque chose, que c'est attirant à nos yeux, que c'est bon pour nous. Parfois, on pense qu'une chose que l'on veut sera bonne et ça sera le contraire. Et parfois, on n'est pas au courant de ce qui nous ferait du bien, en fait. Enfin, moi, je pense que c'est devenir hyper contrôlante sur tout ce qui nous arrive. L'être humain en face de nous n'est pas un truc qu'on achète sur Amazon, en fait. C'est une personne humaine. Donc, même si elle ne répond pas exactement à tous nos critères, enfin, on n'est pas dans cette... Enfin, je trouve ça assez grave d'entrer dans une pensée aussi marketing, aussi, je trouve pas le terme, mais mercantile, je crois que c'est ça. Mercantile de l'amour, de la vie en général. Alors ça veut pas dire, je pense que c'est quand même important de se connaître et de savoir ce que l'on veut, mais peut-être pas autant dans le détail non plus. On peut aussi se laisser surprendre, ne pas contrôler, et je pense que ma relation actuelle dans laquelle je suis très heureuse, j'aurais pas pu la noter sur un papier, parce qu'en fait, parce que voilà, donc c'est bien aussi de se laisser surprendre par les choses, sans se laisser entraîner dans des choses qui ne nous conviennent pas. Mais il y a un juste milieu, une fois de plus. Un peu de nuance dans tout ça. Il faut le meilleur pour moi. Ça, c'est pas mal aussi dans les demandes, plutôt que de rester sur des critères très très précis. Pareil pour votre situation amoureuse, si vous êtes célibataire par exemple, je sais qu'il peut y avoir plein de côtés de solitude, que tout le monde est en couple autour de vous, que vous vous sentez pas aimé, etc. Il y a aussi beaucoup de bons côtés aussi à être célibataire, donc c'est au moment où vous apprendrez à être bien avec vous-même, à voir tous les bons côtés d'une situation, que bizarrement ça changera. Et vous l'avez sûrement remarqué en général, là je reste sur les situations amoureuses, sur les relations amoureuses, vous avez en général remarqué que c'est au moment où on s'y attend le moins, c'est au moment où on arrête de chercher qu'on tombe sur la bonne personne. Parce que ça, il faudrait voir, c'est une croyance qui est assez connue et que j'aurais tendance à répéter. Il faudrait vraiment demander, il faudrait faire une étude pour voir si vraiment, est-ce qu'on rencontre quelqu'un quand on s'y attend plus, véritablement, ou est-ce que c'est qu'une pensée comme ça qu'on a. En tout cas, pourquoi pas, mais ça s'étudie une fois de plus. Enfin, c'est une question de relation humaine et de la personne, quand on la sent bien dans ses baskets, elle devient plus attirante, c'est tout. Quand elle attend pas, quand elle n'est pas needy, quand elle n'est pas en besoin de nous, il y a une sensation plus légère, c'est moins lourd que quelqu'un qui veut absolument une relation ou qu'on sent qu'elle a un manque dans sa vie. Mais ça, une fois de plus, c'est de l'interaction humaine. C'est au moment où on apprend à être, c'est au moment où on est bien, on est satisfait de ce qu'on est, et c'est à ce moment-là qu'on vibre de tellement bonnes choses que hop, la bonne personne arrive. En général, si on est dans le ressassement, je cherche, là ça va pas, là j'en ai tellement... Ça peut arriver, ça veut pas dire que c'est une vérité. Marre d'être seul, qu'on n'attire pas des bonnes choses. Et pareil pour le job, pareil pour... Quand je dis que c'est une vérité, ça veut pas dire que c'est une règle universelle. Voilà, c'est ça que je veux dire. L'appartement, pareil pour tout ce que vous voulez. Donc je pense que le secret, pour être heureux, pour avoir la vie dont vous rêvez, c'est en fait d'accepter ce que vous avez dans le moment présent. C'est la gratitude. Et pour ceux, je vous conseille d'aller regarder ma première vidéo de 2017 où c'était une petite vidéo pour commencer, mais je vous donnais aussi un petit rituel à faire. Et je pense que c'est une sorte de petit cahier de gratitude. C'est de marquer tous les jours ce qui s'est bien passé dans votre journée. Les petits événements, ça peut être vraiment rien. Moi, quand je marque par exemple mes petits points de gratitude, parfois il y a des jours... Alors là, je parle de la gratitude. Je pense que la gratitude peut être une bonne habitude à mettre en place, parce qu'effectivement, il nous arrive tout au long de la journée des trucs cool, pas cool, et on a toutes sortes de pensées, et c'est très facile en fait d'aller seulement vers les pensées négatives ou vers tout ce qui va pas, ou de rester dans un truc un peu morose, de voir tout ce qui pourrait aller mieux dans notre vie plutôt que
de voir toutes les jolies choses que l'on a. Donc dans ces cas-là, je trouve ça effectivement intéressant de faire ce travail de changer de lunettes, etc. Mais je pense que c'est important de le faire quand ça va plutôt bien. Je dis ça dans le sens où quand vous vivez des choses extrêmement dures, quand on vit un deuil, une séparation, etc., non, on va pas faire un journal de gratitude pour voir le positif ou pour voir toutes les autres choses positives qui vont. Dans ces cas-là, je pense que c'est des... Enfin là, c'est vraiment un leurre, c'est essayer une fois de plus, c'est essayer de se faire croire que l'on va bien, ou en tout cas, c'est essayer de se forcer en tout cas à ressentir quelque chose alors qu'au plus profond, on est triste. Donc je pense que la gratitude est un truc qui est assez cool à mettre en place dans une situation assez neutre, qui est pas spécialement heureuse, mais voilà, un quotidien, quand on a envie d'un petit coup de peps, ouais, clairement. Dans les trucs vraiment durs, je pense que c'est absolument contre-productif et dangereux d'aller à l'opposé de son émotion naturelle, de son élan de tristesse ou de colère, etc. Là, je passe parce que je vous parle, je donne un peu les exemples de gratitude, qu'est-ce que j'ai pu remarquer dans ma journée qui était bien alors que j'aurais pu me focaliser sur le négatif. Je passe, on s'en fiche un petit peu là. Bien sûr que dans notre vie, il nous arrive toujours des petits malheurs, des petites choses. Il faut savoir qu'il y a toujours une raison, que c'est toujours pour nous apprendre quelque chose, soit sur nous, soit sur la vie, pour comprendre un message. Alors, hyper important. Donc dans cette vidéo, j'explique que c'est pas parce qu'on est dans des pensées positives qu'il va quand même nous arriver que des trucs positifs. Et on est des humains, il nous arrivera des trucs qui sont désagréables. Je le dis, mais je crois qu'au fond, je ne l'espère vraiment pas et je suis quand même persuadée qu'avec la pensée positive, il nous en arrive moins, chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Et surtout, j'utilise une formulation sur laquelle j'aimerais vraiment que l'on s'attarde. Je dis, ça nous arrive pour quelque chose et c'est pour nous apprendre quelque chose. Alors je comprends le sens, mais je pense vraiment qu'au niveau de l'étymologie, de la construction de la phrase, c'est problématique parce que c'est comme si ça nous était arrivé dans le but de nous faire comprendre quelque chose. Donc il y avait une sorte d'intelligence qui nous l'a balancé pour que l'on comprenne quelque chose et que l'on évolue de la façon dont on devrait évoluer, selon qui, on ne sait pas, enfin selon notre âme, on va dire. Je pense plutôt que l'on peut effectivement apprendre de ce qui nous arrive, mais c'est pas pour autant que c'était là pour ça. Vous voyez la différence ? Il y a une différence entre la cause et la conséquence. C'est pas pour ça que c'est arrivé. Par contre, la conséquence, c'est effectivement, on peut avoir appris sur nous, on peut comprendre quelque chose, ça peut nous apprendre plein de choses, mais je ne crois pas à ce truc de c'était là pour ça. Et c'est une différence toute simple, hein, mais il faut vraiment différencier la cause et la conséquence. On peut tirer des leçons de tout ce qui nous arrive, ça sera très enrichissant, c'est pas pour autant que c'était là pour ça. Sur une rencontre, une séparation, perdre d'un job ou n'importe quoi qui peut vous arriver, ça permet de vous apprendre plein de choses et on est un peu là pour ça quand même, mine de rien. C'est juste que le fait de... Est-ce qu'on est là pour apprendre plein de choses ? Pareil, ça c'est une croyance. Est-ce qu'on est là pour apprendre ? Est-ce qu'on est là pour... Je sais pas... Moi, j'ai arrêté de me poser ces questions-là. Je sais pas pourquoi je suis sur Terre, je m'en fiche de savoir pourquoi. J'ai juste décidé de vivre, on verra ce qu'il en est, quoi. Mais j'ai pas envie de passer ma vie à essayer de comprendre pourquoi je la vis. Des choses positives va apporter encore plus de positif et ça, vraiment, j'en suis persuadée. Waouh, bah je pensais pas, je me demandais même si j'allais pas avoir le temps de vous tourner d'aller voir d'autres vidéos, mais là, clairement, non. Ça fait déjà plus d'1 heure que je tourne sur cette vidéo. Mais au moins on a pu aborder pas mal de trucs. J'espère qu'elle vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé l'exercice, si vous voulez que je fasse ça avec d'autres de mes anciennes vidéos, spiritualité, dev perso. C'est pas un exercice facile pour moi au début en tout cas, mais après je trouve ça assez intéressant parce que je me regarde plus, je suis pas là pour me regarder ni pour m'étudier moi. Ce qui m'intéresse vraiment c'est de rebondir sur ces notions New Age que l'on entend partout et qui selon moi font du mal. Donc je vous laisse me dire en commentaire si vous avez aimé. Si vous voulez que je refasse ce type de vidéo, je vous laisse liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je vous dis à très vite. À la semaine prochaine d'ailleurs, ici sur YouTube et sur Instagram d'ici là. Bye bye.